L'entretien de dimanche, c'est politique et que nous vous proposons aujourd'hui, mesdames et messieurs, depuis notre siège de Parakou. Vous l'avez certainement constaté de par le décor, l'actualité de ce week-end, comme vous le savez, et comme vous l'avez également constaté depuis déjà vendredi 3 septembre 2025 sur nos antennes. Cette actualité a mobilisé nos équipes à Parakou et nous sommes au lendemain de cet événement qui fera date dans l'histoire politique du Bénin, l'investiture officielle ici à Parakou de Romuald Wadani et de Mariam Chabi Talata comme candidat du camp de la majorité présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026. Les partis Renaissance nationale, Bloc républicain, Moël Bénin, Union progressiste, le Renouveau ont formellement lu les résolutions de leurs congrès respectifs. Un à un, ils ont, on peut le dire, hein, d'ailleurs le président de Moël Bénin l'a dit, fait allégeance aux candidats qui portent désormais l'étendard de ce camp politique. Cette cérémonie a officiellement vu Romuald Wadani accepter non seulement la mission, mais servir en toute humilité, a-t-il dit. Les mots étaient minutieusement choisis par le candidat. Il a d'ailleurs promis, il a dit vouloir être le candidat de tous les Béninois et a rendu un vibrant hommage à son mentor pour décrypter cette investiture ce dimanche, parler de l'après, de la stratégie à venir, du rôle des partis politiques autour de ce duo de candidats. Nous recevons l'un des membres du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau, M. Théophile Yarou, ancien ministre d'État chargé de la Défense nationale. Il est dans nos locaux ici à Parakou, donc pour l'exercice. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous retrouver ou de vous recevoir. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de l'entretien de dimanche et politique. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame la journaliste. Merci, monsieur. Et justement, cet entretien, je l'anime avec mon collègue Dieudonné Babatunde, qui lui est en poste ici à notre siège à Parakou. Bonjour à vous, Dieudonné. Bonjour Angèle Tobola, merci de partager ce plateau avec moi. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Dites-nous, Monsieur le ministre, c'est vrai que nous parlions depuis hier de cette actualité, l'investiture du candidat, du duo candidat de la majorité présidentielle. On a un peu vu tout ce qui s'est passé, mais vous, en tant que membre du bureau, en tant que membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau, comment viviez-vous ces moments-là? Merci, monsieur et madame la journaliste. D'abord, je voudrais revenir pour vous remercier de nous accorder cette opportunité d'intervenir, en tout cas, d'analyser l'événement de ce week-end avec vous. Vous n'avez jamais cessé quand même de nous aider à porter l'information au plus près de nos militants et de la population. Soyez-en remerciés une fois encore. Alors aussi, je voudrais dire que je suis membre du bureau politique de l'Union progressiste du Renouveau, mais également membre du bureau exécutif national. Voilà. Donc, l'événement de ce week-end, c'est un événement inédit, comme vous l'avez certainement constaté, et c'est un événement qui marque déjà le début d'une alternance, qui marque qu'il y a eu un système qui est en cours, qui n'est pas certes encore terminé, mais au regard de nos lois et au regard de la Constitution du Bénin, il faut préparer donc les élections de 2026. Donc, pour aller aux élections, il faut forcément avoir un candidat. Et c'est ce candidat que l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle est venu à Parakou pour investir ce candidat-là qui va porter l'étendard et surtout l'idéologie, la philosophie de gouvernance de cette majorité. Au-delà de tout, on a assisté un peu à des discours où les responsables de ces différents partis ont carrément fait allégeance au nouveau candidat. Est-ce que c'est un simple formalisme pour vous ou est-ce qu'au-delà de ça, ce qui a été fait a une haute portée politique? Il faut dire que c'est aussi bien un formalisme
Mais ce formalisme revêt un sens très profond. Formalisme parce que c'est exigé par la loi, c'est-à-dire les textes qui régissent donc la charte des partis politiques et veut que lorsque un ou plusieurs partis veulent se mettre ensemble pour porter un candidat aux élections présidentielles, puissent accomplir cette formalité. Mais au-delà de cette formalité, c'est que derrière, vous avez une forme de transfert de légitimité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Et c'est les partis politiques qui doivent porter les candidatures, contrairement à ce qui se passait. Donc, il faut donc une cérémonie officielle, solennelle, pour transférer, pour conférer cette légitimité-là au candidat qui sera choisi, ou bien au dieu de candidat qui sera choisi pour porter cette candidature. Donc, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. C'est donc un sens fort, légal, mais également très profond, parce que la légitimité, vous savez bien, au niveau de la légalité, la légitimité représente une forme de transfert de compétences, transfert de pouvoir à quelqu'un pour agir en votre nom. Alors, ce que vous avez fait ce week-end, comme je le disais dans l'entretien, dans l'introduction tout à l'heure, M. Yadi a dit, nous vous faisons allégeance. Cela montre le sens profond que vous donnez à cet événement. Est-ce à dire que M. Wadaini est officiellement désormais, je ne vais pas emprunter le chef de file de la majorité présidentielle, mais ça n'est pas loin. La question n'est pas loin de cela. Absolument. Aujourd'hui, M. Wadaini a reçu tous les attributs qui lui permettent d'agir en tant que chef de file de cette majorité présidentielle. On dira qu'à partir d'aujourd'hui, nous, majorité présidentielle, faisons allégeance à notre candidat. C'est déjà le roi désigné, si on était à l'époque médiévale. Ou dans le Golden Age, donc, ou dans le système de royauté. Si on était dans le système de royauté. Donc aujourd'hui, à partir de ce jour, c'est lui qui doit porter, c'est lui qui doit donner la direction. Vous voyez. Les partis politiques sont là et lui, il doit utiliser ces partis politiques, les coordonner, les mettre ensemble pour mettre en place un système qui va lui permettre d'aller en campagne électorale et qui va lui permettre de gagner cette élection-là. Donc, cela veut dire que toutes vos actions désormais seront coordonnées par lui. Absolument. La décision viendra de lui, mais comme je le dis, lorsqu'on désigne comme ça un candidat, il doit mettre en place une organisation. Parce que lui-même, il ne peut pas être disponible à tout moment. Il doit donc conférer une partie de cette légitimité à une structure, à une coordination. Ça doit être certainement, je ne sais pas pour l'instant, mais ça doit être certainement une coordination nationale qui sera mise en place, qui va prendre en compte les 4 partis de la mouvance présidentielle. Et cette organisation, cet organe-là, doit donc établir une feuille de route claire, lisible, avec les moyens qu'il faut pour permettre donc au candidat d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est lui qui prend la décision, mais du point de vue opérationnel, il y a un organe qui va coordonner tout cela. Donc, si le Moelle Bénin veut faire quelque chose, si BIA veut faire quelque chose, si l'UP veut faire quelque chose, c'est dans le cadre de cette coordination-là que l'activité sera menée. Est-ce que c'est valable que pour la présidentielle ou valable pour toutes les élections, enfin, toutes les élections générales? Ça dépend des accords que nous avons signés. Aujourd'hui, nous avons signé un accord qui permet à tous ces 4 partis politiques de la mouvance présidentielle de porter une seule candidature. C'est un signal fort pour ne pas disperser donc les forces, les énergies. On s'est donc mis ensemble pour porter quelqu'un. Alors, pour le cas des législatives, c'est encore un autre accord. Donc, les accords ne sont pas les mêmes du tout. Au niveau des législatives, nous avons, au niveau de l'UP et du BR, nous avons déjà signé un accord avec le BR pour aller ensemble aux élections. Mais pas pour avoir une seule liste. Chacun aura sa liste. Donc, en ce moment-là, chacun va s'organiser à son niveau de manière à pouvoir engranger plus d'électeurs, plus de suffrages à l'issue des prochaines élections législatives. Par contre, en revanche, pour le cas des élections présidentielles, nous devons travailler ensemble, coordonner les activités ensemble pour ne pas vraiment
se contredire et avoir des couacs un peu. S'il n'y a pas une vraie coordination, et chapeauté par le candidat lui-même qui donne les orientations, il peut y avoir des crocs en jambe quelque part et cela peut nuire à, à la réussite donc, des élections présidentielles. Donc, Monsieur le ministre, à vous entendre, tout ce qui s'est produit ce week-end, ce n'est que la première pierre d'un vaste programme, une vaste organisation qui va se mettre en place dans les tout prochains jours pour nous conduire durant les 6 prochains mois jusqu'aux élections présidentielles. Mais on va toujours tenir compte du fait qu'à partir de cet instant, le candidat Romuald Wadaï, le chef de file, est le patron de toute cette organisation qui sera mise en place. J'aimerais vous poser cette question. Et vous aviez eu l'occasion de voir le ministre Wadaï au niveau du gouvernement dans cette prise de position, cette prise de parole. Aujourd'hui, est-ce qu'il a affiché une toute autre posture dans son discours et dans sa façon de faire? Est-ce que vous avez senti aujourd'hui le candidat ou c'est plutôt le ministre qui continue à parler? Oh, merci beaucoup. Moi, j'ai plutôt senti qu'aujourd'hui, c'est le candidat qui a parlé, ce n'est pas le ministre qui parle. Vous voyez, lorsque vous recevez ces attributs-là, lorsque vous recevez, comme on le dit chez nous, la couronne, eh bien, il y a une démarche du roi et il y a une démarche royale qui doit être différente de la démarche ordinaire que vous avez. Donc, la posture n'est pas forcément la même. Lorsque vous êtes investi de ce pouvoir, vous devez avoir une posture de dirigeant, une posture de chef. Et moi, aujourd'hui, j'ai constaté que le ministre d'État, Romuald Wadaï, n'a pas parlé en tant que ministre aujourd'hui, mais en tant que candidat. Voyez-vous, quand il fait appel à la jeunesse, quand il promet que ce que son prédécesseur a commencé, il va le poursuivre et l'amplifier, ça c'est la démarche du candidat. Donc, lorsqu'il est ministre, il ne dira pas qu'il va poursuivre et amplifier. Il dira, j'ai reçu des instructions, je vais les exécuter. Donc, il devient déjà l'exécutif de la mouvance présidentielle. Donc, il faut faire donc, moi, personnellement, j'ai été très content de le voir dans cette posture. Il a pu s'élever à cette posture et j'ai dit, vraiment, nous avons fait un bon choix. En parlant des éléments de langage qui ont été utilisés, le candidat a dit vouloir être le candidat de tous les Béninois. Comment pensiez-vous que dans la pratique, de façon concrète, il pourra mettre en œuvre cet élément de langage, cette expression, dans un contexte où nous savons qu'il y a la mouvance d'un côté et l'opposition de l'autre? Oui, il est le candidat de tous les Béninois. Il sollicite le suffrage de tous les Béninois. Donc, dans sa posture de candidat et même dans sa posture future de président de la République, il sera non seulement un candidat pour tous les Béninois, mais il sera un président pour tous les Béninois. Si aujourd'hui, lors de cette cérémonie, le ministre Romuald Wadaï disait que je suis le candidat des 4 partis de la mouvance, ça va être une erreur politique stratégique grave. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi, que je l'ai vu dans sa posture de candidat et dans sa posture de chef de gouvernement, de chef de l'exécutif aujourd'hui. Mais il est le candidat de votre camp, je vous coupe Mais pas. il est le candidat, il est le candidat de votre camp. De notre camp. On n'a pas de camp. Je voudrais vous rectifier que politique, on l'a dit, politique. Politique. Oui. Il est de notre obédience politique, mais du point de vue du développement de notre pays, nous n'avons pas de camp. Les actions futures, et d'ailleurs, dans les propos du ministre Wadaï, candidat aux élections présidentielles, il l'a bien dit, je veux être le candidat de tous les Béninois. Et nous aussi, partis politiques, et au-delà de nos partis politiques, nous souhaitons que M. Romuald Wadaï, candidat, soit le candidat de tous les Béninois. Lui, il veut être le candidat de tous les Béninois, mais est-ce que tous les Béninois voudraient qu'il soit leur candidat? C'est humain. Oui. C'est humain. Lorsque on met quelque chose en compétition, il est très humain, c'est de nature humaine que les gens aient des préférences en fonction des affinités, en fonction d'un certain nombre de paramètres.
il doit avoir donc des affinités. Donc, mais il faut souhaiter que la majorité, la plus grande majorité de la population béninoise se reconnaisse à travers ce candidat. Alors, en faisant de lui le nouveau chef de la majorité, puisque depuis bientôt 10 ans, c'est Patrice Talon qui assurait cette fonction. Vous avez fait de lui le nouveau chef de la majorité présidentielle. Pour quel rôle pour Patrice Talon, Monsieur Yao? Écoutez, je pense que le président est Talon jusqu'au jour de la passation de charges, reste et demeure le chef de file de la majorité présidentielle. C'est lui, jusqu'à présent, qui doit continuer à mettre en œuvre le PAG, donc le programme d'action du gouvernement. C'est toujours le président de la République. Donc, vous avez Mais deux chefs de la majorité? attention, Oui. attention. Je dis, Parce que vous avez fait nous avons allégeance dit, nous avons fait à allégeance, de nouveau. comment je vais dire, monsieur, Voilà. non, Ayadi l'a dit, et certainement nous tous, nous faisons allégeance. L'utilisation de ce mot, allégeance, à Wadaï, c'est dire nous reconnaissons, nous validons et reconnaissons votre candidature. Et votre loyauté va vers lui, c'est ce que ça veut dire. Non, écoutez, même notre candidat encore aujourd'hui doit faire allégeance au président Patrice Talon. Encore aujourd'hui. Juste le mandat du président Talon va jusqu'en avril 2026. Oui. Donc, si jusqu'en avril 2026, le chef du gouvernement, c'est-à-dire que le président, le candidat Wadaï ne peut pas être chef du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ça? Non, il ne peut pas être chef Donc, de ce gouvernement, puisque c'est pas à lui que la Bénin a confié le mandat de 2021. Voilà. Donc, il ne peut. L'allégeance ici signifie tout simplement nous reconnaissons, nous validons et nous acceptons votre candidature. C'est ça ici, allégeance. Mais aujourd'hui, lui-même l'a dit, le candidat l'a dit, il dit, par rapport au président Patrice Talon, oui, il a reconnu son leadership, sa dévotion, etc. On l'a entendu le dire. Ok. Donc, ceci veut dire que le président Talon, à partir d'aujourd'hui et jusqu'en 2006, reste le chef de la majorité du point de vue de la gouvernance exécutive, c'est-à-dire le chef de l'exécutif, mais à partir d'aujourd'hui, du point de vue politique, dans la conduite des élections présidentielles, c'est M. Romuald Wadaï. Mais ne pensez pas qu'il va jouer ce rôle-là seul. M. Wadaï est un technocrate. D'accord? Politique, oui. C'est un technocrate. Le président Talon aujourd'hui reste le chef d'orchestre, reste l'architecte même du système de la rupture. Donc, le président Talon doit se mettre à son service en termes de conseil, d'organisation, de structuration et même je vais dire, des contacts à prendre pour pouvoir réussir ces élections-là. Ça va être toujours le président Talon qui va le faire. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le président Talon, c'est l'architecte de la rupture. Il va veiller et conseiller le candidat Wadaï pour que le système que lui-même il a conçu et mis en œuvre puisse continuer dans le sens que lui-même là, il a souhaité. Et je crois que quelqu'un l'a dit, il a trouvé en M. Wadaï les capacités, d'abord que Wadaï a la même compréhension de sa politique, la même vision, et donc que c'est le meilleur qui pourrait continuer à aller dans le même sens que lui. C'est pour ça que lui aussi a accepté sa candidature. Donc, à partir de ce moment, il doit le coacher. Il doit le coacher jusqu'au soir des élections. Et vous faites quoi dans tout ça? Quand je dis vous, c'est pas M. Yaro, hein, oui. C'est vous, parti politique. Non, si c'est le chef de l'État qui doit le coacher? Nous, parti politique, non. Même nous, parti politique, c'est toujours le chef de l'État qui va continuer par le coacher. Parce que l'allégeance que nous avons vis-à-vis du chef de l'État n'a pas encore. D'ailleurs, même au-delà, notre allégeance va transcender l'alternance au pouvoir. Là, ça va transcender le mandat. Parce que nous resterons
toujours, disons, loyal et reconnaissant vis-à-vis du chef qui a conçu cette architecture politique que nous devons donc allégeance aussi. Mais la loyauté, c'est d'abord vis-à-vis de la République. Pour un politicien, le politicien doit être loyal vis-à-vis de la République. Ensuite, reconnaissant vis-à-vis de son chef, fidèle vis-à-vis de son chef et fidèle à ses convictions politiques. Donc, à partir de ce moment, après les élections de 2026, eh bien, vous allez voir que le président Talon ne pourra pas aller très loin du président Ouattara si on arrivait à gagner les élections. Pourquoi? Parce qu'il aura toujours besoin de ses conseils. Et ensuite, nous autres partis politiques, le président Talon va devenir le point de ralliement. Lorsque, par exemple, parce que nous sommes plusieurs partis politiques à soutenir la candidature de Ouattara. Si, au soir des élections, nous gagnons les élections, et que dans la mise en œuvre, il y a quelques petites couacs entre nous, la personne la mieux placée politiquement pour régler ce genre de problème, ça va être forcément le président Talon. D'accord. Le président Ouattara va gérer, mais il nous connaît mieux que Ouattara. Est-ce que vous voyez? Le président Talon connaît mieux les politiciens que Ouattara. Jusqu'au moment où lui-même prendra la main, va maîtriser tous les rouages donc, du système politique et il pourra donc s'envoler tout seul. Oui, monsieur le ministre, à vous écouter, c'est-à-dire, on a tendance à voir qu'il va désormais avoir deux capitaines dans le même bateau. Aujourd'hui, pour ce qui s'est passé véritablement, pour cette cérémonie d'investiture, on a fait du ministre candidat un homme fort. Et pour l'heure, il demeure ministre, il est encore au gouvernement. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais pour le moment, il reste au gouvernement et prend en même temps la direction de l'ensemble de ces quatre partis en termes politiques. C'est vrai que vous semblez faire la démarcation entre le politique et l'exécutif, mais dans la réalité, il n'y a souvent pas de différence. On met le tout ensemble. Est-ce que vous ne voyez pas que si très tôt, la séparation n'est pas faite, je ne veux pas dire, en tant que candidat officiellement investi, que le candidat puisse ôter cette casquette de ministre et véritablement entrer en politique. Oui, je vous vois venir. D'abord, il n'y a pas de capitaine dans le mandat. Encore une fois, le ministre Ouattara est candidat aux élections. Je voudrais dire que je n'ai pas voulu me désolidariser des propos de Moël en utilisant le mot. J'ai essayé de comprendre le sens qu'il donne à ce mot. L'allégeance, aujourd'hui, je vous l'ai dit, par rapport à Ouattara, c'est monsieur, nous reconnaissons votre candidature, nous sommes prêts à travailler avec vous et conduire les campagnes jusqu'à ton élection. C'est juste inacceptable. Cela veut dire nous ne prendrons plus ou nous n'allons plus soutenir un autre candidat en dehors de vous. Mais le mandat du président Talon continue. Et le ministre Ouattara est libre parce que les textes ne lui font pas obligation de démissionner une fois désigné candidat. Aucun texte ne lui fait obligation. Il peut choisir de rester au gouvernement, comme il peut choisir de se mettre un peu à l'écart pour mieux s'occuper de sa campagne. C'est de sa propre discrétion. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça que je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, certainement que le ministre Ouattara et le chef de l'État, qui est ensemble avec tous les partis de la mouvance présidentielle, vont mettre en place un organe de coordination de la campagne et cet organe-là va aider le ministre à faire le travail sur le terrain. Donc, il n'y a pas du tout de capitaine dans un même bateau. Bien. Il ne faut pas faire l'amalgame. Bien, d'accord. Si on interroge le timing dans lequel vous avez fait cette investiture, nous sommes bien loin de la présidentielle de 2026, hein, monsieur
Garou, qu'est-ce que votre candidat sera en train de faire jusqu'en mai 2026? Merci. Vous voyez, encore une fois, nous sommes légalistes. En principe, au plus tard le 14 octobre, on devrait déposer notre candidat, le dossier de candidature à la CEI. Et avant de déposer un dossier de candidature, il faut être investi. Si vous n'êtes pas investi par un parti politique, parce que la loi dit que c'est le parti politique qui désigne le candidat. C'est le parti politique qui désigne les candidats. Donc, si vous voulez être candidat, c'est un parti politique qui doit porter votre candidature. Et on dit, vous devez déposer les dossiers au plus tard 6 mois avant les élections. Et le plus tard, c'est le 14 octobre prochain. Nous sommes à 10 jours de l'échéance. Alors, si nous ne faisons pas cette cérémonie d'investiture maintenant, on pourrait ne pas être prêt pour déposer les dossiers le 14 octobre prochain. Bon, vous aurez pu le faire, quoi, je ne connais pas vos fonctionnements, hein. Oui. Moi, je pose la question sans ce formalisme, peut-être le faire avec vous pour qu'il accepte de porter le mandat pour obtenir cette légitimité que vous avez voulu expliquer au début. Moi, le sens de ma question, c'est ne sera-t-il pas non seulement désœuvré jusqu'en mai, Non. excusez la question, et également complètement oublié par les militaires, parce que c'est vrai, il y a la ferveur, il y a l'effervescence autour aujourd'hui. C'est vrai que... Dans 2 semaines, monsieur Garou, on serait en train de parler d'autre chose. Hein. Vous le convenez avec nous? Non, d'abord, je viens de vous dire, c'est une obligation légale de le faire. Oui, ça vous l'avez expliqué. OK? Oui. Donc, ensuite, il ne sera pas du tout désœuvré. Je viens de vous dire qu'une organisation doit être mise en place et cette organisation doit prendre ses fonctions, élaborer une feuille de route qui sera validée par le candidat et les activités vont commencer par être mises en œuvre. Quand on parle de feuille de route, nous avons un objectif qu'on va décliner en stratégie politique, qu'on va décliner en activité et en action à mener pendant les 6 mois. Il ne sera pas du tout désœuvré. Ensuite, lui, il avait dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il enlève son... Qui se mette en retrait pour mieux s'occuper de sa campagne, de l'organisation de sa campagne? Je lui ai dit que non, pas forcément, mais c'est de sa discrétion. Rien ne lui fait obligation de le faire, mais s'il a une organisation solide, cohérente et proactive, il peut toujours continuer à exercer et en même temps coordonner les actions. Soit, vous dites que vous voulez mettre des coordinations en place pour qu'il fasse ici et ça. Est-ce à dire que M. Wadaini, en tout cas le duo Wadaini-Kalata, va s'investir massivement dans la campagne pour les législatives ou à Caro pour mieux sortir pour mieux sortir donc pour la présidentielle? Vous voyez, quand on parle de campagne présidentielle ou législative, mais avant la campagne, il y a ce qu'on appelle des préparatifs. C'est des organisations politiques, c'est des partis politiques. Et c'est beaucoup d'activités. Il faut concevoir les plans de communication, il faut concevoir les outils de communication. Tout ça là, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est vous, c'est pas lui. Non, c'est vous, parti politique, c'est pas lui. Et oui. tout le bureau qui va mettre en place. Je ne veux pas me mettre à sa place. Mais en tant que quelqu'un qui a déjà cette expérience, je vous dirais que certainement le candidat va commencer par élaborer un programme pour lui permettre de parcourir aussi le pays pour qu'on le connaisse mieux. Par exemple. Donc, et ça, parcourir les gens. Mais voici, c'est moi qu'on a fait candidat de la majorité présidentielle. Pour l'instant, ce n'est pas de la campagne. Il peut ne pas faire de grands meetings pour ça. Il peut rencontrer les structures des différents partis. Il ne va pas dire, me voici sans dire. Cela n'est pas en porte-à-faux avec sa posture de ministre actuel. Non. Pourquoi? Il est candidat de la majorité. Et il peut demander, dans le cadre d'un programme établi avec les différents partis politiques, à aller rencontrer les structures des partis dans leur siège, par exemple. Discuter, échanger, parce qu'il faut d'abord que même les militants de ces partis-là comprennent le projet de société du candidat avant même les élections, avant même les campagnes. Parce que pour les campagnes, qu'est-ce que les militants, nous militants, nous devons faire? C'est d'aller expliquer, d'aller vendre le projet de société du candidat. Si nous n'avons pas connaissance de ce projet, du contenu, si nous ne maîtrisons pas ce contenu, avec un argument,
allons nous convaincre la population pour que cette population vote pour notre candidat. Donc, d'ici à là, certainement, il y aura le projet de société, comme je viens, il y a beaucoup de choses, et il y aura donc des séances donc, de formation au sein des différents partis politiques pour s'approprier du projet de société donc, du candidat. C'est nécessaire. C'est avec ça que nous pouvons aller vers les populations, vers les électeurs, pour solliciter leur suffrage. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voyez. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas déjà mettre la charrue devant les bœufs pour être plus royaliste que le roi, mais je dis, par expérience, il y a beaucoup de travail que le candidat doit pouvoir faire d'ici à là. Je trouve même que les 6 mois sont peu. Vous vous rappelez ici que les gens disent tout le temps que jusqu'à présent, on ne sait pas qui est candidat, au moins il faut connaître le candidat un an à l'avance. N'est-ce pas les caprices des médias que nous sommes? Voilà, pour les médias. D'information, évidemment. Pour les médias. Oui. Donc, vous dites, oui, on ne sait même pas, à un an des élections, on ne sait pas qui est candidat. Et je viens de vous dire que les 6 mois, ça va se passer comme 6 jours. C'est d'intenses activités politiques qu'il doit mener, arriver à faire en sorte que les partis s'approprient son projet de société, arriver en sorte que les militants s'approprient les projets de société, et c'est beaucoup de choses. Donc, beaucoup de choses qui vont occuper les 6 prochains mois au niveau du candidat. On va rester avec l'Union progressiste de renouveau. Dans sa déclaration, dans son discours, si on peut l'appeler ainsi, le candidat Wadani a fait appel à la jeunesse. C'est vrai qu'il est aussi jeune. Il a fait appel à cette tranche d'âge. Dites-nous, au niveau de l'Union progressiste de renouveau, comment cette formation politique fait partie des cadres compte concrétiser, compte aider le candidat à atteindre cette jeunesse-là. Atteindre la jeunesse, c'est facile. Vous voyez, et le candidat lui-même, vous savez, c'est quelqu'un qui est ministre d'État chargé de l'économie et des finances. C'est un ministère où nous avons toutes les statistiques. Que ce soit les statistiques donc, démographiques, tout. Donc, quand vous occupez le poste de ministre d'État chargé des finances ou le poste de ministre chargé du développement ou de la planification, vous devez connaître les différents problèmes. Et c'est pourquoi, dans son discours, il n'a pas dit « Voici les défis que nous avons ». Il dit « Les défis sont connus ». Donc, il a une bonne connaissance de ce qu'il attend. Alors, maintenant, lorsque vous prenez son discours, il dit « Nous connaissons les problèmes et les solutions déjà sont connues, étudiées. » Donc, il ne lui suffit donc d'aller porter cette information-là vers les partis politiques pour que les partis politiques puissent s'en approprier et faire donc la vulgarisation et la diffusion. Quand je disais qu'il connaissait les statistiques, il lui-même dit que le Bénin est l'un des pays au monde qui a un taux élevé en termes de jeunesse, près de 70%. Et ça, c'est vrai, quand vous prenez la tranche d'âge de 15 à 35 ans, ou de 15 à 49 ans, ou à 50 ans, vous êtes dans la proportion de 70% de la population. Cela veut dire quoi? Au sein des partis politiques, les partis politiques aujourd'hui sont animés par des jeunes. Il fut un temps, on chantait ici, c'est les mêmes depuis 1960, c'est les mêmes depuis 1960. Est-ce que encore sur la scène politique béninoise, vous voyez encore les teneurs des années 60? Est-ce que vous voyez encore les teneurs de la Révolution? Est-ce que vous voyez encore les teneurs du renouveau démocratique après la conférence? Aujourd'hui, c'est une classe, en fait, une nouvelle classe politique qui est en scène et qui se déploie et qui a pris en charge le développement de notre pays. Donc, c'est toujours la jeunesse. Alors, aujourd'hui, au niveau de nos partis politiques, nous avons des structures spéciales chargées des questions de la jeunesse et des femmes. Donc, ces structures-là vont fortement contribuer à donc mener les actions politiques sur le terrain et à travers ces actions politiques, ils seront connus ils vont être atteints par le ministre sur le plan de campagne. Maintenant, sur le plan comme lui-même l'a dit,
de la réalisation de leurs rêves, de leurs projets de vie. Parce qu'un jeune a des rêves, a un projet de vie. Sur ce plan, il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, cela voudrait dire qu'il a déjà pensé à ça et que des solutions ont été identifiées pour que ces jeunes soient. Il dit, il veut que chaque jeune porteur de projet puisse avoir les possibilités de concrétiser son projet et de vivre de son projet. Donc, cela voudrait dire implicitement que le ministre a déjà des projets clairs, des réformes claires qui vont permettre à la gouvernance, à sa gouvernance, d'atteindre donc la coche de la jeunesse. Il hérite déjà de quelques besoins de cette jeunesse-là. Lorsque vous écoutez les réponses même du candidat, il fait un appel à la jeunesse, il dit que chaque jeunesse a un potentiel, Oui. et lui va travailler sur ce potentiel et faire en sorte que ces potentiels-là soient mis, soient extériorisés et mis en pratique et permettre à la jeunesse de s'occuper. Parce que vous devez aussi comprendre que nous sommes dans un monde qui change, dans un monde de plus en plus numérisé. Et donc, dans un monde où l'emploi va devenir, l'emploi tel que nous le connaissions, va devenir de plus en plus rare et que c'est plutôt la créativité qui sera mise en avant. Et c'est pour ça qu'il dit, nous allons avoir donc des programmes innovants pour faire en sorte que les jeunes puissent se prendre en charge. Est-ce que vous voyez? Il dit qu'il prend l'engagement pour accompagner les jeunes qui sont, par exemple, dans le domaine du numérique et qui veulent développer des projets dans ce domaine-là. C'est très important. Il n'y a pas que les AME. Ce que moi, je reproche toujours à la jeunesse, c'est d'aimer plus les solutions faciles que des solutions où, certes, difficiles, mais qui leur permettent d'avoir une vie plus heureuse, plus épanouie. C'est quoi la solution facile? Les solutions faciles, oui. Par exemple, c'est de croire que l'État, par exemple, doit recruter tous ceux qui sortent des universités. Il n'y a aucun pays au monde qui peut le faire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la solution facile. La solution facile, c'est de croire que l'emploi, on dit emploi, là, c'est l'État. J'ai eu à dire. Mais l'État favorise les conditions, on le sait tous. Très bien. Met en place les conditions. Merci beaucoup. Mais même les jeunes ne comprennent pas ça. Parce que même, j'ai entendu une certaine classe politique dire que les emplois qui sont créés à Gros-Dibé, ce ne sont pas des emplois, etc. Non. Le jour-là, j'ai été scandalisé. Pourquoi? Parce que l'État doit favoriser un environnement créatif de projets, un créateur de projets. Faire en sorte que les initiatives privées se développent. Mais en réalité, l'État ne crée pas d'emploi. J'ai dit à une réunion que l'État a une capacité très limitée de création d'emplois. Qu'est-ce que l'État fait en général? L'État ne fait que remplacer ceux qui partent. Et en fonction des réformes structurelles profondes, d'autres emplois peuvent se créer au sein de l'État, mais c'est très marginal. Donc, dans un système où on attend vraiment un cycle de renouvellement pour recruter, c'est difficile d'attendre ce système pour pouvoir régler le problème d'emploi. Mais en revanche, si nous allons vers l'industrialisation, comme le président Talon l'a commencé, nous créons des emplois. D'abord, des emplois plus décents. Est-ce que vous voyez? Des emplois où vous êtes vraiment payé à la hauteur de ce que vous fournissez comme effort. Mais en revanche, je crois qu'on peut recruter dans l'administration en masse et les gens vont jouer à la carte sur l'ordinateur et consorts. C'est ça que j'appelle des solutions faciles. Et aujourd'hui, la jeunesse doit quand même faire cet effort de transformation idéologique ou je vais dire psychique pour se dire que la première des choses, c'est d'abord la formation. Et c'est pourquoi le président Talon a dit, dans son dernier discours, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire dans ce domaine de création des écoles techniques. Ça, c'était avec la jeunesse. C'était avec la jeunesse. Justement. Parce qu'il est convaincu, et moi je suis convaincu que c'est par là qu'on peut créer vraiment plus d'emplois que d'attendre que les gens partent à la retraite avant de recruter. J'ai aussi dit à une occasion que si nous, entre-temps, on a eu la chance de recruter beaucoup, ça coïncidait à un départ massif des gens à la retraite aussi.
C'était la chance. Est-ce que vous voyez, si le président Wadaï ou le candidat Wadaï devenait président, et par exemple, nous autres, dans quelques années, nous partons à la retraite, hein, il va recruter beaucoup. Mais le président Talon n'a pas eu cette chance que son prédécesseur a eu. Donc, c'est pour ça, parce qu'il a compris qu'il n'a pas eu cette chance, il s'est tourné certainement vers l'industrie qui peut créer de l'emploi. Il s'est tourné vers la promotion des initiatives privées. Il a créé un certain nombre de centres pour permettre aux jeunes de pouvoir s'auto-employer. D'accord. Est-ce que ouais. Et comment votre formation politique, justement, puisque votre candidat s'est adressé directement à la jeunesse, il y a mis un point d'honneur, on a entendu ce qu'il a dit, on a essayé de décortiquer un peu. Ouais. Comment votre formation politique compte l'accompagner dans cette ambition qu'il a pour cette jeunesse et qu'il a d'ailleurs dévoilé dans son premier message en tant que candidat investi de la majorité présidentielle? D'abord, notre parti politique, comme d'ailleurs tous les autres partis politiques, c'est des cadres de réflexion stratégique. Un parti politique, c'est un cadre de réflexion stratégique. C'est un creuset dans lequel on définit des politiques. On définit des politiques, on fait des programmations par rapport aux besoins de la population. Alors nous avons un parti politique où nous avons des experts, c'est-à-dire c'est le parti qui regorge plus de cadres techniques de très haut niveau. Nous avons au sein de l'Union progressive, le renouveau, des jeunes, pour la plupart, qui ne veulent même pas travailler dans la fonction publique, mais qui gagnent vraiment leur vie. Alors, à partir de ce moment, nous avons au sein de ce parti, disons, une structure qui réfléchit et qui va donc réfléchir dans le cadre de ce que vous me posez comme question pour faire des propositions au président, au gouvernement, en termes de politique de promotion de l'emploi de la jeunesse. Est-ce que vous voyez? Et je viens de vous dire que nous avions soutenu au sein de ce parti les initiatives du président Talon dans le cadre de la création de l'emploi au profit de la jeunesse. Et encore aujourd'hui, nous avons encore des idées parce que nous avions travaillé. Le parti Union progressive de renouveau a travaillé en se disant que le candidat pourrait être de notre parti. Et si ce candidat était de notre parti, il faut immédiatement que notre projet de société soit disponible. Donc, nous avons beaucoup d'idées sur la table que nous pouvons proposer au président, au futur président de la République. D'accord. Pour donc faire la promotion de l'emploi de la jeunesse. Parlons de votre parti justement, en remerciant les formations politiques qui l'ont choisi pour, en tout cas, être le candidat de la majorité présidentielle. Il a nommé le président de MOEL, Renaissance nationale, Bloc républicain, mais arrivé sur le président de votre parti politique, c'est presque comme s'il reconnaissait le sacrifice que votre président a fait à son profit, peut-être à lui, c'est moi qui l'interprète comme ça, puisque je dis, j'essaie de le paraphraser. Alors, ça vous fait quoi quand vous, militant de cette formation politique, vous entendez ça concernant votre président, le président de votre parti politique, que beaucoup voyaient comme, en tout cas, favori dans les starting blocks pour être le candidat? D'abord, moi, j'ai apprécié cette hauteur d'esprit du candidat Wadaï. Donc, l'humilité, d'accord. Cette humilité, je l'ai vraiment salué. J'ai dit, voilà, c'est un homme d'État. C'est-à-dire que pour être président de la République, il faut certes être technocrate, il faut certes être politicien, mais il faut être et surtout humble. Et cette humilité, je comprends alors pourquoi finalement c'est lui que le sort a voulu qu'il soit le candidat de la majorité présidentielle. Des humbles, on en a. Des gens, même si vous ne les comptez pas à l'appel, oui, d'autres à sa place, pourraient passer sous silence ce qu'il a dit. D'autres à sa place pourraient passer sous silence. Maintenant, pour revenir par rapport à notre président, vous savez, ce n'est peut-être même pas le ministre Wadaï n'a peut-être même pas reconnu tout ce sacrifice-là par rapport à ce à quoi vous pensez. Mais prenez, depuis 2016,
prenez le parcours du président Djoboni. Vous allez voir qu'il a tout accepté au nom de l'intérêt général. Il a tout accepté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais opposé une résistance à la volonté des chefs de l'État. Il lui dit, je ne voudrais pas revenir sur ce que l'autre a dit, il lui dit va à gauche, il va à gauche. Il lui dit va à droite, il va à droite. Malgré que il sait que... Ça peut se retourner comme vous, hein, monsieur Diarra. Non, ça peut se retourner comme nous. C'est pas il a dit que c'est pas l'autre, c'est pas nous. Mais je voudrais vous dire que c'est rare. C'est rare de voir quelqu'un être aussi loyal vis-à-vis du chef de l'État. Même si ça va contre ses propres intérêts, il accepte. C'est un sacrifice. Il faut le reconnaître. Il a été ministre de la Justice. Être ministre, là, ça n'a rien à voir avec être président de la Cour constitutionnelle. Hein. Si moi, je suis ministre, on me dit, viens être à cet âge-là, surtout, on me demande de venir être président de la Cour constitutionnelle, je vais dire, monsieur le président, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez me laisser là où je suis? Je suis bien ici. La fonction a un problème particulier. Je vais revenir sur ça. D'accord. Il a accepté, il est allé à la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, je ne peux pas affirmer ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, nous l'avons vu démissionner de la Cour constitutionnelle et en même temps, le congrès qui suit du parti UP Le Renouveau, on le fait président du parti UP Le Renouveau. Vous savez ce que ça signifie? Il n'y a rien dans les postes de parti là. C'est ruineux. Je veux comprendre, ruineux comment? Ruineux parce que financier, c'est la ruine financière. Sur tout le plan, en énergie, vous devez aller partout où il y a les militants. Vous devez répondre à leurs sollicitations. Vous comprenez ça? Et cela vous épuise dans tous les sens. Financièrement, du point de vue psychique, vous n'avez vraiment pas le temps pour être, quand vous êtes président d'un parti politique. J'ai été président d'un parti politique. Ouais. Donc, il n'y a absolument rien là que de se mettre au service des autres. Et il a accepté de se mettre au service des autres. Parce que certains ou d'aucuns penseraient que, bon, être président d'un parti politique, c'est bon, donc il a laissé le truc de président de la Cour conseillère pour aller vers ce qui est meilleur. Je vous dis non. Donc c'est un grand sacrifice qu'il a eu à faire. Et je suis sûr que c'est dans le cadre de la construction de l'architecture politique que le président certainement a voulu qu'il aille dans ce sens-là. Bon, nous sommes humains tous. On peut espérer qu'après avoir fait autant de sacrifices, on puisse peut-être un jour être récompensé. Reconnaître. On peut reconnaître ça. Mais, sauf qu'il n'était pas le seul aussi. Il faut qu'il reconnaisse. Il n'est pas le seul à faire des sacrifices. Et lui-même le reconnaît. Et c'est pour ça qu'il l'a accepté. Donc, la candidature, il a accepté que ça ne soit pas lui. Il n'a pas résilié. Il a accepté facilement. Et il a parcouru tout le pays pour aller dans toutes les cellules du Bénin, de son parti, pour leur porter la nouvelle. Et pour leur dire, le choix qui a été fait, c'est le choix du parti. Et il a expliqué le processus qui a conduit à ce choix. D'autres ne se seraient même plus gênés. Ils vont rester chez eux et attendre. Donc, moi, j'ai apprécié, franchement, d'abord, j'ai apprécié Robert Ouattara à titre personnel, parce que je suis financier et les prouesses que le ministre est en train de faire au ministère de l'Économie et des Finances, je vais même utiliser le mot monstrueux. Parce qu'il a cette capacité, d'abord la rigueur budgétaire, l'assainissement des finances publiques, c'est sous lui que nous avons eu autant d'avancées. D'accord. En termes de capacité à convaincre les investisseurs, en termes de capacité à mobiliser les ressources extérieures, depuis que moi je suis dans la politique, je n'ai jamais vu un ministre qui a fait autant. Donc, reconnaissance du sacrifice consenti. Oui. C'est ça pour vous? Oui. Donc, reconnaissance des sacrifices consentis. Et je disais que ce n'est pas le président Djoboni seul qui fait des sacrifices dans le système. Ouattara aussi, il a dû faire des sacrifices, il a dû faire des efforts pour atteindre les résultats qu'il a atteints là et qui fait du Bénin aujourd'hui le pays le plus envié en termes
de critères de convergence, en termes de tous les critères de bonne gouvernance. Oui. Donc, c'est aussi un sacrifice. Ça voudrait dire que peut-être que sa femme ne la voit pas. Peut-être pendant des mois. Vous voyez, le président Djobenu est à la tête d'un parti politique qui a 53 députés. 53 députés. Et qui a, je ne sais plus exactement le nombre, plus de maires que n'importe quel parti politique. Donc, vous voyez, c'est de bon droit que le poids politique de son parti puisse jouer en sa faveur. D'accord. Hein? Comme je l'ai dit, l'architecte principal, et puis le fait que ce ne soit pas le parti seul qui décide, il y a aussi les autres partis pour garantir la cohésion et la pérennisation, la capitalisation de ce qui a été fait depuis 10 ans. Le choix a été porté sur alors, deuxième bâton, nous allons évoluer. Et oui, Monsieur le ministre, tout à l'heure vous aviez semblé dire que beaucoup de personnes ont fait des sacrifices, mais pas au même niveau, mais ce qu'on retient, c'est juste que le sort a voulu que ce soit le candidat Romel Wardani qui soit porté candidat. Aujourd'hui, vous êtes 4 à soutenir ce candidat-là, peut-être avec en tête de liste l'Union progressiste, le plus grand parti du Bénin. Dites-nous comment vous comptez vous organiser pour éviter des dispersions, parce que ce qu'on oublie, c'est inédit ce qu'on a vu, cette cérémonie d'investiture de 4 partis qui se mettent ensemble. C'est dit forcément que c'est dans le néant, c'est dans un nouveau monde que nous tombons. Comment ces 4 jeunes pensent s'organiser pour qu'il n'y ait pas de dispersion pour les élections? Parce qu'une chose est de le faire sur papier, les coalitions, les conventions ont été signées. On a vu, tout le monde a déclaré, a fait allégeance, mais dans la réalité, comment vous comptez vous organiser? Je pense que j'ai répondu à cette question parce que je disais tout à l'heure que les 4 partis devront se mettre ensemble pour définir la stratégie de campagne. Et j'ai même dit qu'il se pourrait qu'une coordination nationale soit mise en place pour qu'il n'y ait pas de dispersion de l'énergie. Mais si vous, en disant dispersion, si vous pensez peut-être aux hommes qui pourraient peut-être sortir de ce regroupement, je dis que le risque est très, très minime. Dans la mesure où vous voyez la dynamique. Moi, je pense que c'est du bon sens. Lorsque vous voyez de quel côté le vent souffle et que vous êtes déjà de ce côté-là, pourquoi sortir du côté où le vent peut bien vous rafraîchir, sortir, aller ailleurs, ou peut-être que vous allez même manquer de vent. D'autres observateurs estiment que tout est calme aujourd'hui parce que les listes ne sont pas encore confectionnées pour les législatives. On se tait, c'est peut-être le calme avant la tempête, Monsieur Yao. C'est une possibilité, en tout cas, connaissant les acteurs politiques. Oui. Quand je dis que le président Talon est un architecte hors pair de politique, c'est cela. Ça dit qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de jouer comme on a fait Par le passé. Ce n'est plus facile de quitter d'un parti pour aller vers un autre. Tu vas là-bas, tu es membre d'un parti politique, tu vas dans le parti politique B, tu ne peux pas être positionné parce que tu es membre ici. Est-ce que vous voyez? Il faut démissionner. Il faut même que ta démission soit acceptée pour que tu puisses te positionner là-bas. Donc, il ne sera pas possible que la transhumance que nous avons observée jusque-là puisse se reproduire. Parce que l'architecture juridique qui a été construite pour encadrer la vie politique est solide. Ça a été solidifié. Et aujourd'hui, lorsque vous quittez, c'est à votre risque de départ. À votre risque et péril. Parce que vous ne pouvez pas aller ailleurs tant que vous êtes ici. Autrefois, à la veille, même pendant la confection des listes, dès qu'on refuse mon dossier ici, j'avais déjà même un deuxième dossier dans l'autre partie. Est-ce que c'était sérieux vraiment? Yeah. Donc, la vie politique a été également assainie. Pour boucler. Grâce à la rigueur de notre président, le président Talon. Pour boucler le sujet investiture de Robert Douadani, c'est fini depuis ce samedi.
les militants, les sympathisants, en tout cas chaque délégué, pour ce qui le concerne, rejoint déjà à Cotonou, certainement pour poursuivre cette mission ou poursuivre la dynamique que vous venez que vous avez lancée à Parakou, certainement. Franchement, c'est la fin et nous avons fini en apothéose. C'était une très belle cérémonie. Et moi, je vais souhaiter tout simplement que tous les délégués, tous ceux qui ont quitté de loin ou de près, puissent rentrer chez eux sains et saufs et que la dynamique continue. Je dirais que nous puissions maintenir le cap jusqu'aux élections et jusqu'au soir des élections présidentielles. Les élections générales, c'est vrai, nous avons aujourd'hui fait une cérémonie qui entre dans le cadre des élections présidentielles. Mais nous ne devons pas, je rappelle aux militants que nous ne devons pas oublier le vrai enjeu d'abord. Le premier, c'est les élections législatives au communal. Et nous ne devons pas, en tant que militants, il faut laisser la réflexion aux autorités des partis, aux instances des partis, mais au niveau militant, nous devons continuer par maintenir le cap au niveau de nos villes et campagnes pour que les populations puissent être mobilisées au profit donc de l'Union progressiste du renouveau. Et là, comme vous le constatez, je ne peux plus parler des 4 partis politiques, je parle là de l'Union progressiste du renouveau. Je demande donc aux militants de se concentrer vraiment sur ces élections générales, sur les élections couplées législatives municipales, pour que nous ayons plus de délégués UP, nous ayons plus de conseils UP, et que nous ayons plus de maires UP au soir donc des prochaines élections législatives et communales. D'accord. Pendant ce temps, vos camarades d'en face de l'opposition suivent un processus particulier, appel à candidature pour le dépôt des dossiers à ce niveau-là. Monsieur le ministre, n'avez-vous pas l'impression que c'est beaucoup plus cette formation politique qui semble rester dans l'esprit, si vous voulez, ou même dans les tests? N'avez-vous pas l'impression que c'est cette formation politique qui met en pratique le système partisan? Vous me tentez que... Vous le pouvez. Parce que vous venez de laisser votre candidat. Vous voyez, c'est déjà vu. C'est pas nouveau. D'accord. Dans cette formation, attendez. Non, d'accord. C'est peut-être du déjà vu. Mais la question, elle est... Je dis non. Avez-vous vu ça quelque part dans le monde? Où est-ce que vous avez vu ça une fois? Quoi? Ce que vous appelez appel à candidature. Dans un parti politique où on ne peut pas savoir qui peut être candidat. Et c'est après appel à candidature qu'on désigne le candidat du parti. Vous avez déjà vu ça? Mais là, au moins, c'est le parti qui portera le candidat. Vous avez déjà vu cette procédure quelque part dans les pays développés, dans les pays démocratiques. Le candidat, c'est le remplir les conditions. Mais pourquoi un appel à candidature? Pourquoi? Justement pour laisser les ambitions. Attendez, nous avons fait ça sous le leader de leur leader là, en 2016. Mais celui qui n'a pas candidaté, c'est lui qui a gagné. D'accord. Est-ce que je vous dis ça? Vous comprenez ça? Celui qui n'a pas... Écoutez-moi. C'est peut-être factuel. Nous avons fait en 2016 appel à candidature. J'étais candidat. Tous les collaborateurs de l'ancien système étaient candidats. La plupart, certains étaient candidats, pas tous. Mais qui a gagné? On s'éloigne de la question principale, M. Théo. Je ne voulais pas vraiment intervenir sur ça. Si vous aviez dit que vous n'aviez jamais vu ça quelque part, je me serais tué. Parce que je ne veux pas faire commentaire. Mais c'est justement pour embrouiller le système, le jeu, qu'on passe par appel à candidature. On demande à des militants désireux d'être candidats. Regardez les critères. C'est embrouillé. Vous êtes militant, je suppose que vous êtes militant de là-bas. Avez-vous les critères? Eux qui parlent d'exclusion, les critères de sélection. Non, monsieur le ministre, attendez. Même quand le gouvernement lance un concours, tous les Béninois ne peuvent pas postuler quand bien même ils ont la nationalité. Pourquoi ils disent que la clause électorale est exclusive? Pourquoi? Ce pas les conditions qu'on a mises dans les clauses électorales. C'est peut-être des combats politiques, mais restons pratiques sur la question. Je suis spécialiste en commande publique des marchés publics. Je sais comment on fait. Je suis spécialiste de recrutement. C'est ma formation, c'est ce que j'enseigne à l'université. Non, je vous repose ma question. J'ai l'impression qu'on s'en éloigne. N'avez-vous pas l'impression que c'est plutôt ce parti-là qui met en application le système partisan? Non,
c'est plutôt ce La parti-là réforme, j'allais dire. qui fait de la ruse pour tromper ses propres militants. Ah, c'est l'impression que vous avez. allez, prenons date, vous allez me dire ça. Bien. Moi, je connais. Un parti politique qui ne peut pas dégager en son sein un leader, un ou deux leaders, et s'asseoir par consensus, pour désigner un candidat par consensus, et que c'est seulement par appel à candidature, il y a matière à se poser des questions. Un parti politique qui ne peut pas réaliser de consensus, c'est ce que ça veut dire. Quand vous passez dans un parti politique, vous passez. Le consensus sera sur le profil qui respectera toutes les conditions que le comité aura décidé. N'importe quel militant, le parti politique, c'est une personne morale. Les ressources, les revenus du parti politique, c'est pour le parti, c'est pour tout le monde. On peut choisir le plus pauvre du militant. C'est le parti qui prend en charge tous les frais. C'est le parti. Parce que tout le monde est censé avoir cotisé. Vous comprenez ça? Donc, c'est le candidat le mieux placé du point de vue politique, du point de vue popularité, qu'on choisit. On ne choisit pas le candidat. Donc c'est vous tous qui allez cotiser pour M. Ouaddaï pour qu'il aille déposer sa caution? Moi, j'ai toujours cotisé. Et je vais vous dire une chose. Même depuis toujours, je paye ma propre caution chez moi. D'accord. Même quand le parti... Mais je dis, un parti politique qui ne donne pas la possibilité que les militants s'asseyent et par consensus qu'on désigne quelqu'un et qu'il faille passer à un appel à candidature, c'est qu'il y a un problème. Du point de vue politique, il y a un problème. À votre lecture, bien évidemment. Non, j'ai déjà pratiqué, j'ai été candidat à la candidature et j'ai été battu par celui qui n'a pas candidaté. Mais si ce n'était pas consensus et qu'on réunissait les instances du parti et qu'on demande aux instances du parti, au niveau des instances du parti, que vous levez votre main comme ça, on vous voit, on vous connaît, on sait ce que vous avez fait, votre militantisme, on connaît. Et que vous battez les autres devant tout le monde, c'est plus démocratique. Monsieur le ministre, la commande d'un candidat, ce n'est pas des critères de démocratie. La démocratie, c'est le choix par consensus ou par vote. Pourquoi dans notre constitution... Un appel à candidature n'est pas démocratique. Pourquoi dans notre constitution, on n'a pas prévu que pour élire le chef de l'État, il faut passer à appel à candidature? Parce que nous sommes en démocratie. Si ce n'était pas en démocratie, on pourrait mettre dans notre constitution, bon, il n'y a plus d'élection, on lance un appel à candidature et celui qui correspond au mieux ou satisfait au mieux ces critères, il est pris comme président de la République. Pourquoi on n'a pas fait ça? Mais en fait, ce qui se passe actuellement, c'est juste pour avoir une certaine base. On n'est pas sûr que dans ce qui est mis en place, on puisse sortir dans ma langue, le candidat en même temps. Dans ma langue, on dit Aïdéli. Adesuyedeli. Bon, j'avoue que je ne comprends pas. Mais bon. Johodo. Ah, d'accord. Adesuyedeli. Sinon, je suis une personne de ressources dans cette matière. C'est parce que je n'aime pas peut-être la chance de venir sur les plateaux et je n'aime pas trop parler aussi. Vous l'avez vu, même je n'aime pas trop parler. Je suis pas quelqu'un de très bavard. Mais je suis quelqu'un de principe. Un homme de principe. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Théophile Yarou, pour votre passage dans nos locaux ici à Parakou. Nous sommes en train d'arriver au terme de nos échanges. Monsieur le ministre, on vous a entendu. Un dernier mot pour conclure cet entretien qui dure déjà une heure. Merci beaucoup. Je vais réitérer les remerciements. Je voudrais aussi reconnaître que le débat a été intéressant pour moi. J'espère que pour vous aussi. Merci à tous. Je voudrais encore aussi lancer un appel en direction de la mouvance présidentielle. Je voudrais leur dire que, le choix de Parakou a un sens profond. Le choix de Parakou, pour moi, c'est un signe que le prochain candidat, le prochain quinquennat, va travailler pour renforcer l'unité nationale. C'est un signe que dans la poursuite, l'amplification des œuvres du président Talon, que le prochain quinquennat va s'intéresser davantage à Parakou. C'est très important.
Deuxième chose que je voudrais dire à la mouvance, c'est l'unité nationale et l'unité de la mouvance qui va nous permettre de gagner haut les mains. Au premier tour, nous allons faire le pas. De laisser donc toutes les considérations, j'allais dire, partisanes pour ne avoir qu'un seul objectif, gagner ces élections. Vous comprenez? Et la dernière chose que je voudrais dire à la mouvance, c'est que c'est quand on gagne, on pense à se répartir les fruits de ce que nous avons gagné. Mais si on ne gagne pas, on n'a rien. Parce que, ouais. En dernier ressort, je voudrais aussi lancer un appel à la direction des militants du parti Union progressive de Renouveau. Un seul message, concentrons-nous sur les élections législatives candidates. Parce que là, comme on le dit, c'est là, c'est un peu chacun pour soi d'abord. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Théophile Merci à Yarou. vous. Vous êtes membre du bureau politique Voilà. et également du bureau exécutif national du Oui. Parti Union progressiste Le Renouveau. Avec vous, nous avons essayé de débriefer cette cérémonie d'investiture. Merci Dieudonné Babatunde d'avoir tenu cet entretien avec moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cet entretien que vous pouvez désormais retrouver sur nos plateformes numériques. Merci pour votre indulgence due donc à notre tournage ici à Parakou. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez, mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. E-Télé avec vous. Merci beaucoup.